Et bah, du coup, je pense que c'est bon, hein, ça enregistre. Juste que pour info, parce que je pense que les gens, ils savent pas forcément. Les questions là, c'est des questions que tu passes pour avoir le board de psychiatrie aux États-Unis, par exemple. C'est des questions que tu fais passer aux internes. Donc le niveau n'est pas le même. OK? Donc là, en fait, ils sont en train de décider qui et comment, parce qu'en France, on est un des seuls pays où il n'y a pas de formation médicale continue obligatoire. Et ils sont en train de décider de comment est-ce qu'on va intégrer ça en France. Il y a les points CME qui existent, mais ils ont pas l'air de se diriger vers ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est encore autre chose. Mais du coup, c'est pas des trucs, compliqués, hein. Enfin, c'est le médecin de base est censé savoir ça, hein. Le psychiatre de base est censé savoir ça. Alors tu fais la tête que tu veux, mais normalement, c'est censé être ça, on est d'accord. Hem, question, le gars, il vient, il a des symptômes de TDAH, OK? Et là, tu as de la chance, tu as un pote qui est à côté. C'est royal. Et du coup, les questions, c'est qu'est-ce que tu vas poser comme question pour voir si les symptômes typiques qu'il a de TDAH et l'absence d'autres pathologies qui pourraient expliquer le TDAH, parce qu'on est d'accord, il y a une hiérarchie diagnostique, Mhm. et s'il n'y a rien d'autre et qu'il n'y a qu'un TDAH, bon ben on s'attaque à ça, mais c'est s'il n'y a rien d'autre. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de patientes qui soient venues ou de patients où ils ont dit j'ai un TDAH et on les a traités. En fait, c'était un TDAH. Il y en a plein où j'ai un Quelques-uns, ouais. TDAH. En fait, il y a des gros problèmes d'humeur derrière, hein. Donc, mais bon, voilà. Donc là, on est d'accord, il n'y a que ça. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu demandes au pote qui est là comment il est par rapport à quand il était gamin? Est-ce que tu demandes comment il est par rapport à ses parents sur les symptômes du TDAH? Est-ce que tu demandes comment il est par rapport à ce qu'il était dans son enfance? Est-ce que tu demandes comment il est par rapport à ce qu'il est quand il est bourré, par rapport à d'autres enfants, par rapport à d'autres adultes du même âge? Tu demandes quoi? Bah, par rapport à l'enfance déjà. Alors si c'est pas. Ouais, parce que par rapport à l'enfance, tu sais si c'est un TDAH classique, Mhm. tel que décrit dans le DSM-5, avec le retard de maturation, ou alors si c'est un autre mécanisme qui va faire qu'il va avoir des symptômes de TDAH, parce qu'on est d'accord, c'est que phénotypique, il y a plusieurs façons d'arriver au TDAH. Quelqu'un qui a un TDAH qui commence dans l'enfance, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a un TDAH qui commence de nulle part à 12 ans, ou après un trauma crânien, ou Mhm. après, je sais pas moi, une dépression, ou ce que tu veux. OK? Et pour faire le diagnostic de TDAH, est-ce que tu compares par rapport à l'enfance ou par rapport aux autres adultes du même âge? Ah bah un peu les deux en fait finalement. Eh bah ouais, on est Mhm. d'accord. OK. Et tu demandes par rapport aux parents aussi? Parce que si les parents, ils sont tous les 2 TDAH, avec des comorbidités ou pas, mais c'est important. Et donc en fait, là, c'est un exemple de réponse qui est fausse, parce qu'ils disent: «Tu regardes que par rapport aux personnes du même âge», mais non, on est Mhm. d'accord? Le Mhm. TDAH ne fait pas exception avec les autres diagnostics psychiatriques. Il faut regarder quand ça a commencé. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça c'est de pire en pire? Est-ce que machin là? Qu'est-ce que c'est fluctuant? Est-ce que c'est constant ou pas? D'accord? Sinon tu fais n'importe quoi. OK, donc ça, c'était facile. DSM-5 pour les critères du TDAH adulte. Il faut qu'il y ait combien de critères, tu sais ou pas? Non. Eh ben, 1 pour les enfants, c'est 6 critères sur hyperactivité ou inattention. Mhm. Et 2 pour les adultes, ils ont passé à 5 critères. Ok. Donc il faut moins de critères pour le TDAH adulte que pour le TDAH de l'enfant. Tu en conclus ce que tu veux. Et avant, sur le DSM-4, il mettait qu'il fallait un âge maximum de 7 ans. Genre, si avant 7 ans, il n'y avait pas de TDAH, ben, c'était pas un TDAH, tu vois. Genre, on Mhm. arrête les conneries. Et dans le DSM-5, ils ont augmenté l'âge limite. Tu te souviens ou pas? Et ben, 13? 13. Ben, 12, Non, 12. Ouais. pas loin. Donc, en fait, ça, ce que ça a fait, ça a, à mon avis, probablement pas changé le diagnostic du TDAH chez les praticiens qui font ça sérieusement. Je Mhm. pense. Honnêtement, nous, si ça a commencé à 3 ou 10 ou 2 ou dans l'utérus, il y a des femmes qui disent, bah là, il faut stop, hein. Je pense pas que ça a changé énormément. Sur les études épidémiaux, ça a changé, Ouais. de façon très claire. Chez les médecins G, ça a changé. Parce que les médecins G, ils font le DSM. Ils vont pas s'amuser à regarder où est-ce que le DSM est vrai ou pas ou machin. Mhm. Tu vois. La clinique de TDAH, ça les arrange. Tu vois. Parce que quand on voit les gens, est-ce qu'avant 12 ans, il y avait des symptômes? Tu as plus de gens que est-ce qu'avant 7. D'accord? Donc en fait, ce qu'a fait le DSM-5, c'est qu'il a relaxé
les critères pour diagnostiquer un TDAH et du coup, les prévalences ont augmenté. Les prévalences ont augmenté, du coup, la prescription de psychostimulants a augmenté et du coup, il y a des ruptures parce qu'il y a tout le monde et leur mère qui sont mis sous psychostimulants. Ça, c'est aux États-Unis, mais les ruptures se font ressentir un peu partout dans le monde, hein. Donc, autant en France, on n'est pas assez TDAH, autant aux États-Unis, c'est un autre trip, Un hein. peu trop. C'est plein gaz. Ok, donc c'est à partir de 12 et il faut que 5 critères au lieu de 6. Là, la question, c'est, moi, c'est ce qui me plaît le plus, franchement. Euh, T'as ton symptôme. Mhm. Le TDAH, c'est un syndrome, éventuellement, mais c'est pas une maladie. Mhm. On est d'accord? Mhm. L'attention, c'est un processus extrêmement fragile qui va être impacté et dégradé dans virtuellement toutes les pathologies psychiatriques. Mhm. On est d'accord? Si tu as des hallucinations auditives, c'est compliqué de se concentrer. Et Pareil. du coup, tu ne fais le diagnostic de TDAH que en présentant ça aux gens comme vous avez des problèmes d'attention. Tu diagnostiques pas un TDAH parce que c'est pas une maladie de la même façon que tu diagnostiques pas une fièvre. Ok? Il y a énormément d'infections qui donnent des fièvres. Donc, quand les gens se présentent en disant j'ai un TDAH, enfin, faut nuancer. D'accord? Imagine, on dit que c'est un syndrome, c'est une association de différents symptômes, Mhm. tel le syndrome TDAH, on est en mode trip, et ben le substratum neurobio des différents symptômes n'est pas le même. Ok. Donc les zones qui déconnent et qui vont faire qu'il y a une hyperactivité motrice sont pas les mêmes zones qui vont faire qu'il y a une impulsivité, qui est pas non plus la même zone qui va faire qu'il y a des problématiques attentionnelles. Mhm. Et donc là, la question c'est l'aire orbitofrontal, le cortex orbitofrontal, qu'est-ce que ça a comme fonction et en quoi ça peut être impacté dans le TDAH? Bah pour moi, c'était sur la tension pure et dure. C'était pas sur l'hyperactivité. Eh ben, c'est sur la régulation émotionnelle. Ok. Ok. Ça n'existe pas dans le DSM, mais il y a des gens qui régulent leurs émotions 10 fois mieux quand ils sont sous psychostimulants. Il n'y a pas de doute. Oui. On est d'accord. C'est pas dans le DSM, c'est encore autre chose. Est-ce que dans ceux-là, il y en a pas qui sont un peu bipolaires ou sur le spectre? Nous, on est un peu biaisé, mais l'aire orbitofrontal, enfin, le cortex orbitofrontal, c'est plutôt ça. Le cortex dorsolatéral préfrontal, c'est plutôt. L'hyperactivité? Eh ben non, c'est l'attention, pas de Et ben bol. voilà, C'est boum. pas de bol. C'est tout. Alors l'attention, c'est compliqué parce que tu as le fait de rester attentif, le fait d'arriver à switch, tiens, je regarde ça et puis après je reviens et de pas avoir oublié ce que tu avais dit. Il y a le fait de pouvoir switch son attention, ce qui est nécessaire. Tu vois, des fois, on leur en met trop et ils Oui. n'arrivent plus à déconnecter de ce qu'ils ont, donc c'est plus compliqué que ça. Mais concrètement, c'est le corset dorsolatéral préfrontal qui fait le maintien de l'attention. Ok. Et l'hyperactivité, du coup? Et l'activité, eh ben, c'est la zone. euh, Il y a l'hyperactivité que tu vois, et là, c'est le cortex moteur préfrontal. Mhm. Et après, il y a l'aire supplémentaire moteur. Là, c'est pour la planification de l'action, donc c'est les symptômes hyperactifs aussi. Le cortex préfrontal moteur, il est probablement en train de maturer plus vite chez les enfants atteints de TDAH que le cortex sur l'attention. Et donc, il y a un décalage à ce niveau-là. Ok. Ok. Cortex moteur, il est aussi gros chez l'homme que chez la souris, grosso modo. Et puis, tu te souviens, c'est le préfrontal et le frontal qui est plus développé, etc. Mais donc, en fait, ça, c'est les différentes zones cérébrales qui dysfonctionnent et qui pourraient donner la manifestation clinique de ce que tu vois. Ok. Donc, c'est les substractums neurobiologiques de ce qu'on voit comme symptômes. Alors après, c'est compliqué parce que tu as le préfrontal, le frontal, préfrontal qui peut marcher un peu moins bien, l'autre qui peut marcher un peu mieux. Et donc, en fait, c'est là où on voit la différence. On a des enfants TDAH ou des patients TDAH qui n'ont rien à voir Mm, entre mm, eux. mm, mm, mm. Et celui qui se jette par terre et qui fait des vols planés, là, eh ben, probablement que c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même maladie, si ça devait être une maladie, ce qui n'est pas le cas.
que quelqu'un qui a des problèmes pour rester concentré et puis qui bouge pas d'un coin, hein. Mmh. Ok. Donc alors, c'est compliqué parce que tu as des gens qui sont hyper actifs parce qu'ils peuvent pas être concentrés. Donc il y a une implication, tu vois, il y a une relation bidirectionnelle, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais faut avoir l'idée que sur le plan neurobio, bah, c'est peut-être pas toutes les mêmes aires qui sont atteintes de la même façon. Donc là, la différence, c'est la question, c'est est-ce que les aires corticales maturent différemment? Et si oui, dans quel sens? Ou est-ce que c'est juste une question de temps et tu finis par arriver au même endroit, mais avec un peu de retard? C'est plus une question de temps. Eh ben, c'est une question de temps, Mmh. en fait. Alors ça, c'est le problème, c'est que le TDAH, la neurobio du TDAH, c'est comme partout en psychiatrie, tu fous des gens qui ont le même syndrome, Mmh. mais le syndrome polyuropolydiptique, bah, ça peut être une infection urinaire, t'arrêtes pas d'uriner depuis longtemps, ça peut être du lithium, ça peut être du diabète. En fait, c'est le problème, c'est que la présentation, tu as différentes pommes dans ce panier-là. Et donc, tu as des enfants qui maturent plus tard et ils rattrapent. Et tu fais à 20 ans, il n'y a plus de TDAH. Mmh, 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 mmh. Il y a aussi des enfants qui maturent que dalle. Et ils gardent leur TDAH. Et là, ça donne le TDAH de l'adulte. Alors là, c'est le souci, c'est que le TDAH de l'adulte, on ne connaissait pas avant les années 2000. Il n'y avait pas trop de papier, ils ont l'air de garder, c'est pas trop. Et il y a Lilly, qu'on connaît bien, tu te souviens du laboratoire Lilly, Mmh. qui a essayé de financer qui avait créé le Strattera. Donc là, c'est l'atomoxétine. L'atomoxétine, c'est un bon exemple de la théorie de la dépression. La sérotonine, c'est à nuancer parce que l'atomoxétine, ça ne touche pas trop à la sérotonine. Mmh. Et donc, ils se sont dit, bah, quand même, il y a 80% de gens qui ont des problèmes de libido. On va essayer de voir avec que de la noradrénaline. Et c'était de la merde. C'était un antidépresseur qui était nul à chier. Mais ça coûte des milliards à fabriquer ce Mmh, machin, mmh, donc mmh. il fallait bien en faire quelque chose. On en a parlé déjà ou pas de ça? Pas Fallait en bien en faire vidéo. quelque chose. Et du coup, ils ont fait, bah putain, on va essayer de faire le TDAH de l'adulte. Mais ça n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire du papier sur bah, quel gamin garde son TDAH, tu vois? Parce que chez les enfants, enfin, le TDAH, chez l'ado, il y avait déjà les psychostimulants. La Ritaline, ça marche de dingue. Mmh, Il n'y a mmh, pas mmh, besoin de mmh, mettre de la, tu vois, en mmh. Oui. moyenne. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé le développement du TH de l'adulte, qui est arrivé un peu plus tard dans le DSM. Tadam. Et ça, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que à partir du moment où tu as en tête que troubles bipolaires, les éléments psychotiques, les troubles de perso, troubles parlants, ça peut donner des problématiques attentionnelles, l'anémie, enfin, je veux dire, tout quoi. Mmh mh. Et ben, c'est pas déconnant. Tu vois, mine de rien, il y a des gens qui ont un TDAH qui se maintient, enfin, j'en suis la preuve vivante. Mmh, 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 mmh. Mais vu comment ça a été présenté, en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a des gens qui ont un TDAH, tu prends des gens qui ont un TDAH adultes, il y en a 45% qui ont des problématiques bipolaires, 40% qui ont des problématiques dépressives. Donc en fait, TDAH de l'adulte seul, ça n'existe pas trop. Mmh. Et si tu commences de cette façon-là, du bas vers le haut, bah, tu fais de la merde. Ok. Donc voilà, donc ça c'est le laboratoire Lilly. Et ils ont fait que des trucs stylés, Lilly, hein. Il y a le président de Lilly qui avait dit, il y a une vidéo, je crois, où il dit l'olanzapine ne donne pas de diabète, c'est impossible. C'est des trucs de dingue. Ah, t'as dit quoi? Il fait pas grossir non plus. Ouais, c'est ça. Donc il y a la question de c'est quoi le retard? Et le délai de retard, il est en moyenne de 3 ans. Ça, c'est une moyenne. Puis après, la question de comment est-ce que tu évalues le retard? Est-ce que c'est en termes de connectivité? Est-ce que c'est en termes d'épaisseur du cortex? Mais l'épaisseur du cortex, est-ce que c'est vraiment de la matière grise du neurone? Est-ce que c'est pas un peu de la flotte? Enfin, tu vois, ça commence à Mmh. être le bordel sans nom. Et il y a la question de en sous-cortical, est-ce qu'il y a un retard ou pas? Donc, c'est le foutoir. Je pense qu'on fait, on fait une demi-heure, on laisse prendre. Euh, Là, c'est t'as le préfrontal, on est d'accord? Oui. Il y a des innervations vers le cortex préfrontal, d'accord? Et c'est quel neurone qui va aller, quel signal principal qui va aller vers le cortex préfrontal et qui va faire que ça déconne un peu? Noradrénergique Ouais, et dopaminergique ouais, normalement. ok. Et ben c'est ça, mais en fait c'est pas ça. En fait c'est dopaminergique et glutamatergique. OK. Et après, Ça donne
Après, une fois Une que tu explosion as noradrénergique. le théâtre, tu vois, ça c'est la pièce de théâtre, et une fois que le décor est bien posé et que tout se passe bien, et ben, tu peux régler un petit peu avec de la noradré. Ok? Tu vois, Ok. je me concentre sur ça. Là, c'est du bruit, je m'en fous. Je concentre mon signal sur ça et j'arrive à régler le volume un petit peu comme ça. Ok? Ok. Je trouve ma chaîne de radio et une fois que je suis sur la chaîne de radio, bah, je peux bouger le volume, c'est plus précis. Alors que si j'ai pas mon glutamate et ma dopamine comme il faut, et ben, il y a un brouhaha sans nom et je peux monter le volume ou pas, il se passe rien. Ok? Mais on est d'accord que il y a autant, enfin, c'est dopaminergique, mais c'est aussi noradrénergique ce qu'on en attend. Ce qu'on donne comme médoc, c'est Oui, dopaminergique et noradrénergique. oui. En fait, ça veut dire que dalle mon cul parce que Hmm. ça, enfin, les monoamines comme ça, là, alors la glutamate, non, non, mais la noradré, c'est une monoamine et la quantité de signal transmis par les monoamines, elle est extrêmement faible en Hmm. fait. En psychiatrie, dans le cerveau, c'est du glutamate et du GABA, pas 36 000 solutions. Donc, faut avoir en tête, voilà, l'idée, c'est plus, on va tripoter de la noradré parce que à cet endroit-là, dans le préfrontal, et ben, la noradré permet de régler le signal un petit peu mieux, mais l'innervation principale au niveau du préfrontal, elle est dopaminergique et surtout glutamatergique, on est d'accord, hein. C'est Ok. vraiment. On dit que c'est sérotoninergique parce que les labos ont créé des antidépresseurs sérotoninergiques Hmm. spécifiques qui en fait le sont pas du tout. Hmm. La venlafaxine et la fluoxétine, c'est noradrénergique. Pareil. Et juste pour des raisons financières, enfin dire Hmm. commerciales, hein. Mais la neurobio, en fait, si tu touches la sérotonine, tu touches le glutamate ailleurs, etc. Enfin, ok. Ah. Euh, Elle a son TDAH qui est géré depuis qu'elle est gamine, il n'y a pas de souci, et elle est sous amphétamine, libération immédiate. Mhm. Néanmoins, depuis qu'elle est au lycée, et ben, ça va, les cours terminent plus tard, et du coup, en fin de journée, il y a un arrêt de Échappement. l'efficacité. Alors, un échappement enfin, juste, ouais, elle est en fin de dose, quoi. Ouais, 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 Ok. fin de dose. Qu'est-ce que tu fais? On rajoute un immédiat sur un créneau, ça dépend à quelle heure elle prend son deuxième LP, Ouais, peut-être. Juste un immédiat pour éviter de dégommer le sommeil le soir, parce que ouais, le LP, ça risque ok. Et de... sinon, tu fais quoi? Et sinon, t'augmentes la prise de LP pour voir si tu peux gagner un Elle est petit en peu. immédiat déjà, là. Elle est en immédiat? Ouais. Ah bah non, il faudrait passer en LP Tu alors. passes en LP, hein? Ouais. Ok. Tu passes en LP. Alors ça Ah oui, dépend ouais. un petit peu de jusqu'où il faut qu'elle arrive. Parce que s'il faut qu'elle arrive jusqu'à 23 heures, Ouais. bah, on a un souci. Ça va être dur à régler. Mais plus, enfin, tu passes en LP si jamais c'est pertinent, et sinon tu mets un autre immédiat, hein. Hop, Et en on est fait, d'accord? LP, c'est le même temps que la Ritaline? Ça dépend des gens, il y a une variation interindividuelle de dingue. Il y a la demi-vie plasmatique. Oui, Après, il y a la demi-vie cérébrale. Et après, il y a l'efficacité qui n'est pas forcément la même chose du tout que la demi-vie cérébrale. oui, Ok? Donc, très probablement que ça sert même pas de lire la demi-vie, je pense. c'est ça, c'est Tu des regardes. tests à faire, quoi. Tu fais le test en termes Mm, d'efficacité, tu regardes en termes d'effets secondaires si ça concorde, mm, parce que s'il y a une discordance entre l'efficacité et l'effet secondaire, on a un souci. mm. Tu vois, tu mets deux immédiats, mais que le deuxième ne fait rien, par contre, elle a des palpitations, elle est énervée, ben, on a un problème. Est-ce que tu augmentes la dose? Est-ce que tu passes à plus de doses en immédiat le matin? Non, Pourquoi? parce que ça sert à rien sur Pourquoi? le terme de durée. Pourquoi? Parce que l'élimination sera la même, c'est juste l'intensité qui sera pas la même, mais la durée sera la même. Bah, la Après, durée de risque de... l'effet risque de pas trop changer parce C'est que plus ça. t'en as, plus t'élimines. Tu risques de On est choper plus d'accord? d'effets secondaires Plus que t'en as, plus t'élimines parce que c'est une réaction d'équilibre. d'ordre 1, pas d'équilibre. Bah, c'est plus que le corps va lutter de toute façon, Ah hein. oui, c'est ça. Bah, pour ces molécules-là, ouais, c'est Mm. une réaction cinétique d'ordre 1. Il y a quoi comme substance qui a une élimination d'ordre 0 ou plus t'en as, bah, ça change rien, t'élimines aussi vite que t'en aies beaucoup ou pas. Ah Tu le bah fais. l'alcool. Ouais, Mm, c'est pour ça qu'on peut en crever, mm, parce que en fait, bah, la réaction est linéaire, donc mm. l'élimination est proportionnelle au temps et uniquement. Alors que l'autre, c'est une exponentielle inversée, et donc plus t'en as, plus ça diminue vite, et c'est pour ça que les courbes elles sont comme ça. Ok, et bah, c'est à peu près tout, hein. Ça commence à être trop facile, hein. Mm. Va falloir qu'on change, hein.
va falloir qu'on change, je vais faire les miennes, tu vas voir. Pap, 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 pap. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Alors là, il y a toujours le problème de type de, de conversation entre les neurones. Typiquement, moi, je te paye régulièrement tous les jours. Mhm. Et là, c'est la conversation tonique. Tu vois, c'est toujours là, Mhm. ça bouge pas. Mhm. Et de temps en temps, je suis généreux, je te paye le sandwich. Et là, c'est un espèce de burst, Mhm. tu vois. Et du coup, là, c'est tchoup, tchoup, et on sait pas trop ni quand ça va passer. Mhm. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose de tonique qui est amélioré, augmenté de façon continue, et de pas avoir un truc phasique, parce que bah, c'est pas ce qu'on essaye à améliorer. Donc, tu vois, typiquement, quand tu prescris des benzos, et ben les benzos, Physique. il y a quelque chose de phasique où ça fait des espèces de petits bursts. Et quand tu prescris des benzos, alors pas des benzos, mais des molécules GABAergiques qui vont sur des récepteurs extrasynaptiques Mhm. qui sont toniques, et ben c'est pas du tout le même mécanisme. Ok. Donc il y a le lieu des récepteurs et est-ce qu'ils vont midi quelque chose de phasique ou tonique, donc c'est encore un foutoir sans nom, mais faut avoir ça en tête aussi, quoi. Ok, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, alors, il y a l'atomoxétine, c'est le Strattera, c'est sous ATU en fait. Donc ATU, je sais plus si c'est toujours le même nom, c'est en fait, faut faire une demande sur la NSM, machin, c'est Petburn. Je sais pas pourquoi c'est des problématiques sociétaux, financières, mais ça, c'est encore autre chose. Toujours est-il qu'en France, on n'a que le méthylphénidate, l'atomoxétine est sous ATU, la, les amphétamines, on n'y est pas accès, la clonidine, c'est merdique, enfin, je veux dire, c'est l'âge de bronze. On est en France, c'est l'âge de bronze. Tu vois. Bon, c'est autre chose. Euh, le gars, l'atomoxétine, tu t'en sers quand les gens ont des problématiques addictives. Ok. Parce que l'atomoxétine, c'est pas renforçant du tout. Ok. Parce que c'est noradrénergique, Ok. pur. Donc l'atomoxétine dans les troubles anxieux, Mhm. mais l'atomoxétine sur le poids, c'est pas dingue. Tu vois, tu prends pas un poids fabuleux. Question, pourquoi est-ce qu'on fait l'atomoxétine chez les patients qui ont des addictions et pas ailleurs? Tu la sais. Alors, non, autre question, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça augmente la noradré, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche sur le Ouais, TDAH? ouais. Bah oui, par l'action noradrénergique, ouais. Ouais, mais aussi, on l'a fait deux, trois fois, mais elle rentre pas celle-là. Mhm. C'est normal. Chez des internes, il a fallu 10 fois. Parce que la dopamine dans le cortex préfrontal, elle est pas recapturée par la date. Il n'y a pas de recapture de dopamine dans le préfrontal. Enfin, c'est pas ça. La noradrénaline. Si ça, la dopamine, elle est pas recapturée par la date dans le cortex préfrontal. Les monoamines, quand tu inhibes des recaptures de monoamine, il y a une spécificité qui est très faible. Donc tu vas inhiber la recapture de la noradré, de la sérotonine, le machin. Et deux, les monoamines peuvent remonter par des transporteurs qui ne sont pas les leurs. Mhm. Ok. Mhm. C'est pas la CERT, elle fait remonter que Que la la certes, CERT. oui, on est Hein, d'accord. on est Mhm. d'accord. Et dans les vésicules, il y a d'autres molécules. Il y a plusieurs monoamines, il y a un peu de sérotonine, un peu de... enfin, tu vois, c'est fort. Donc en fait, dans le cortex préfrontal, la capture de la dopamine, elle se fait par des noradrénalines transporteurs. Mhm. Et donc, si jamais tu bloques ces recaptureurs de noradré, tu bloques aussi la recapture de la dopamine. Oui. Donc, tu vas augmenter la dopamine Mhm. en préfrontal. Mhm. Et la dopamine, vu qu'elle ne peut pas remonter, elle va aller diffuser ailleurs dans d'autres synapses, etc. Et du coup, tu augmentes le signal dopaminergique parce que au niveau du préfrontal, il n'y a pas de recapture dopaminergique, il n'y a que de la nette. Ok. Il n'y a pas de date, il y a de la nette. Ok. Ça, on l'a vu dans les voies dopaminergiques avec les récepteurs D1, D2, D3, D4, machin. Ouais. Ok, tu te souviens? Donc c'est un exemple, et on l'avait fait à ce moment-là, c'est un exemple d'action qui se fait parce que tu vas aller jouer sur le fait que bah, l'affinité des monoamines pour leur substrat sur le plan de la capture est loin d'être parfaite et absolue. Mhm. Ok. Ok. Et Et puis donc, c'est tout. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est pas renforçant parce que tu augmentes la dopamine en préfrontal, mais dans le striatum,
la dopamine, elle est recapturée dans le nucléus accumbens. Il n'y a pas d'augmentation de dopamine à ce niveau-là. Mais Et avec donc, le c'est pas agréable. méthylphénidate, il y en a? Avec le méthylphénate, oui. Mais avec la tomoxétine, non. Ok. Ok. Le méthylphénidate, il bloque la capture de la dopamine, de la noradrénalique partout, y compris dans le nucléus accumbens. Et donc, c'est pour ça qu'on a des patients, et on le voit en clair, en pratique, hein, qui disent: Ah, je vais mieux sous Mm, Ritaline, mm, alors qu'en fait, sur le plan fonctionnel, ça n'a pas bougé d'un iota. Et soit c'est qu'ils vont mieux et qu'on s'en rend pas compte, soit c'est que c'est agréable mm, pour le cerveau d'avoir ça, parce qu'il y a de la dopamine qui est augmentée au niveau du nucléus accumbens. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un proche, mm. ok? Parce que c'est des molécules renforçantes. Ok. Donc c'est une autre partie de l'évaluation qu'on doit avoir, parce que tu mets du lithium et les gens disent je vais mieux, c'est pas des gens qui aiment avoir du lithium dans le sang, tu vois. Alors que là, bah, il y a ce problème qui peut se poser, et bon, on en a vu une ce matin d'ailleurs, je crois, qui pose le souci. Ok? Ouais. C'est clair? Il faut tenir encore 5 minutes, hein. Ça, on n'avance pas. Dernière question. C'est quoi la différence entre entre les amphétamines et le méthylphénidate? Allez, vas-y. Ça, les gens Euh, savent parce que. les gens le savent peut-être, mais sur le plan biochimique, tu veux Ouais, savoir? Je me posais la question tout à l'heure. c'est vrai. Ouais. Ah, on l'a vu, ça n'a pas. Ouais, bah si, on en voit beaucoup de choses. Vas-y, Euh, essaye, sinon on va pas. je crois que tu as une t'as l'amphète Allez, vas-y, K c'est ça, c'est ça. qui est un poil Vas-y, vas-y. plus noradrénergique et sérotonergique. Ouais, mais pourquoi? Bah justement, parce que lui, il agit pas que dans le cortex préfrontal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Est-ce qu'on fait pas une petite. Est-ce qu'on ne montre pas aux gens ça vite Ah fait? bah si. Synapse neurone. Attends, parce que ça, honnêtement. Il se met à côté. Synapse neurone. Euh, certes. Ah putain, je le vois pas. C'est qu'il fonctionne juste pas de la même façon du tout en fait. Sérotonine, attends, je vais trouver. Mm. Je vais te trouver ça. Est-ce que j'arrive à trouver un qui est joli? Mm. Le premier, il est bien, hein. Et comment on ouvre ça? Attends, sur Zoom, comment on fait? Ah bon, on peut pas switch. Ah bon, bah tant pis pour moi. Comment on fait? Vas-y. Non, non, ça marche pas. Non, sur un écran, ça Non, marche ça pas. marche pas, on peut pas switcher. Bah tant pis pour eux. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire ou pas, non, ça me fait chier. T'as le transporteur à la dopamine Mhm. qui est. Laisse tomber, ouais. Mhm. T'as le En mode je transporteur, regarde. ouais. T'as le transporteur à la dopamine qui prend la dopamine extraneuronale, Mhm. intrasynaptique, et qui Mhm. la remet dans le neurone présynaptique. Ok? C'est un influx transporteur, et lui, il ramène des trucs dans le neurone. Mhm. On a aussi des efflux transporteurs, où là, il dégage des trucs du neurone. C'est ce qu'on avait vu dans le cours au tricyclique quand je l'avais fait avec toi là, et là Mhm. ça allait protéine P, donc en fait la cellule interagit de façon dynamique avec le milieu extérieur et ramène des trucs ou en dégage. Ok. Tu balances de la dopamine et paf, le signal est donné et c'est recapturé par la dopamine transporteur parce qu'on veut pas que le signal reste déplombe. Mhm. Ça c'est pour tous les signaux Mhm. chimiques. Le méthylphénidate va se lier à la dopamine transporteur et la noradrénaline transporteur à un endroit qui n'est pas le lieu de liaison des monoamines. Donc on dit qu'il est allostérique. Ok. Il ne rentre pas dans la cellule. Il reste là et de façon allostérique, ça se lie et ça ne bouge pas. Ok. Ok. Le méthylphénidate fait ça. Les amphétamines se lient à l'endroit où vont se lier les monoamines. Donc il y a une compétition qui se fait. Mhm. Ok. Donc les monoamines et les amphétamines et le méthylphénidate se lient pas du tout au même endroit. Mhm. À partir du moment où les amphétamines se lient, elles empêchent les monoamines de se lier. Et donc il y a plus de monoamines en intrasynaptique. D'accord? Oui. Et il va y avoir de l'amphétamine qui rentre dans le neurone. Oui. Ok.
Une fois que les Ce qui n'est pas le amphétamines, cas ce qui n'est pas du du tout le cas du méthylphénidate. méthylphénate, Ok. quelle que soit la dose, tu peux Mm. prendre 4000 kilos de méthylphénate, ça fait rien. Une fois que tu as les amphétamines qui sont dans le neurone, les amphétamines peuvent bloquer le transporteur qui va mettre les monoamines du neurone dans les vésicules neuronales. Ok. Souviens, les monoamines neuronales ne se traînent, sont pas là en train de glander dans le cytoplasme, Ça- sinon elle se fait bouffer Voilà. par une enzyme qui est la MAO. la monoaminoxydase, Voilà. parfaitissime, qu'on a vu ce matin. Oui. C'est quoi le nom de la molécule? Euh, C'est l'égidine. C'est Ginine, mais le Ouais. nom commercial. C'est déplénil, mais on s'en fout du Ouais, nom ok. commercial. Et donc, les amphétamines vont inhiber le transporteur qui va transporter du cytoplasme vers la vésicule. Et ce transporteur, il s'appelle? Le dopamine transporteur. Non, le dopamine transporteur, il est de Ah, il la est synapse oui, vers le oui. neurone Oui. présynaptique. Là, on parle du neurone cytoplasme, du cytoplasme neuronal vers, et ben, c'est la VMAT, vésiculaire monoamine transporteur. C'est le transporteur qui va transporter les monoamines du Hmm. cytoplasme vers les vésicules. Ah oui, Ouais. Il y a quoi comme médoc qu'on a qui peut bloquer le vésiculaire monoamine transporteur? on l'utilise souvent? Non, Non. Eh ben non, alors la je sais pas. tétrabénazine. Ah, pff. Euh, bon, ça, c'est un autre truc encore. Donc, de synapse vers neurone, c'est les monoamines transporteurs, Oui, la DAT, la CERT, la NET. oui. Du neurone du cytoplasme neuronal jusqu'aux vésicules cytoplasmiques, c'est la vésiculaire monoamine transporteur. D'accord? Donc, c'est un autre transporteur. Et la méthamphétamine, enfin, les amphettes et la méthamphétamine d'ailleurs, peuvent se mettre là-dedans et dégager les monoamines qu'il y a, qui sortent. Donc en fait, tu as plus de monoamines, un, parce qu'il y a moins de recapture, et deux, parce que les monoamines vésiculaires vont être dégagées de leur vésicule, Plus vite du coup. bah, plus vite, beaucoup plus vite, Oui, ouais. oui. Parce que sinon, il faut attendre que ça fusionne avec la membrane plus tard, comme ici, alors que là, tu les dégages. Et une fois que tu as plein de monoamines dans ton cytoplasme, et que tu peux pas les bouffer parce que la méthamphétamine, Elle elle en prend la fait place. bloque la monoaminoxydase, et ben là, la cellule, elle supporte pas d'avoir autant de dopamine et de monoamine, c'est toxique, hein, la dopamine. Donc, paf, la dopamine transporteur, elle s'inverse, elle marche dans l'autre sens, tu dégages la dopamine, et en plus, la cellule fait des canaux pour que la dopamine puisse sortir, et donc c'est comme ça que tu dégages tout. Ok. Ok. Donc, le mécanisme n'a rien à voir. La possibilité de mésuser les amphétamines est Donc beaucoup en plus blinde forte. partout. Ouais, il fait des canaux, donc c'est vraiment ça. Tu vois, là, à chaque fois que tu vois une image de neurone, Mm. en fait, c'est un truc statique. Tu vois, il y a deux canaux là qui se font chier. Bon, mais non, en fait, c'est dynamique. Ça, il en fait, il en refait, il sort, etc., etc. Et donc, c'était, je sais même plus la question, mais concrètement, Bah, c'est quoi la différence entre les deux? bah, et ben voilà, la différence entre les deux, elle est là. Je t'en fais une dernière parce qu'elle est trop bien celle-là. Est-ce que tu vois pourquoi? Parce que là, c'est l'été. On est d'accord? Mhm. Ça va merder pour nos patients atteints de troubles bipolaires Mhm. et ça va merder pour nos patients atteints de troubles du spectre bipolaire non diagnostiqués pour Mhm. différentes raisons. Question, pourquoi est-ce que ça va merder? Sur le plan biochimique encore? Vraiment? Biologique, ouais. Si tu sais pas, c'est normal. Bah ouais, non. C'est un peu chaud. Ça va merder parce que on va avoir plus de lumière du soleil. Mhm. Ok. Ce qui compte, c'est pas la quantité de soleil reçu, ça compte, mais ça compte moins que la vitesse à laquelle la quantité de soleil reçue va être augmentée. Ok. Donc ça, c'est juste la dérivée de l'intensité lumineuse. Tu Mhm. vois, Mhm. l'intensité lumineuse, elle augmente comme ça, puis l'été, on est à peu près stable, puis ça diminue. En fait, les périodes à risque pour les patients atteints de troubles de l'humeur, c'est les périodes où on est sur l'augmentation et la décélération, parce que de plus en plus vite, tous les jours, on a plus de soleil, alors qu'au milieu du mois de juillet, bon, bah, il y en a beaucoup, mais c'est à peu près stable d'un jour sur l'autre. Là, tu vois, là, chaque jour, on a de plus en plus. Mhm. Ok. Quand tu vois quelque chose, tu vois le spectre lumineux, qui est une onde, Mhm. qui est définie par la longueur d'onde. Et du coup, tu vois du bleu, puis après, tu vois du rouge.
Il y a les UVB, il y a les UVA, et puis après, il y a la lumière bleue. En fait, dans la rétine, il y a des cellules qui vont être capables de capter de la lumière et de le transmettre au cortex occipital pour Mhm. traiter l'information. Et il y a aussi des cellules qui contiennent de la mélanopsine qui vont capter la lumière bleue. Ça part direct au niveau de l'hypothalamus. C'est le tract rétino-hypothalamique. Mhm. C'est toujours le même truc, hein. Où est-ce Mhm. que ça vient et où est-ce que ça part? Mhm. Une fois que tu es à l'hypothalamus, enfin au thalamus, c'est plein de petits noyaux. Donc, tu as le noyau, les tubéro-mammillaires, t'as le machin. Et là, tu as le nucléus suprachiasmatique. Tu as le chiasma optique qui passe juste à côté, juste en dessous, en fait. Et donc, c'est juste au-dessus. Et ce nucléus-là va aller gérer un autre nucléus, et puis ça va aller faire que tu sécrètes plus de mélatonine. C'est pour ça qu'on dit aux gens de ne pas regarder les écrans. Mhm. C'est pas pour les faire chier, c'est que tu te balances de la lumière bleue Mhm. qui va aller diminuer ta sécrétion de mélatonine. Donc, avant de te coucher, c'est cata. Oui, c'est ça. Donc, il faut mettre le filtre à lumière bleue avant de s'endormir, dès les 18 heures, parce que la mélatonine, elle commence à s'accumuler pas 2 heures avant. Il faut le mettre cash. Je sais pas si tu l'as fait. Si. Tu dors mieux depuis? J'ai pas eu le tif. Encore autre chose. Et c'est ça qui se passe. Et une fois que tu es sur le nucléus suprachiasmatique, en fait, ce signal va déclencher plein d'autres gènes. Des gènes, il y a le gène qui s'appelle les cloques, qui est l'horloge. Il y a le gène qui est le bimol, le PER, le RER, ce que tu veux. Et tous ces gènes vont déclencher des fonctions endogènes, des rythmes circadiens, des trucs, des machins, des bidules, qui font que le rythme du corps est à peu près le même. Et tout est synchro. Ok. Quand t'as pas de trouble bipolaire, tu peux être un peu désynchro, c'est pas grave. Mhm. Tu bouffes 2 heures plus tard, c'est pas très grave. Tu te réveilles 1 heure plus tôt, tu vois, t'arrives à gérer. C'est pas un souci. Quand t'as un trouble bipolaire, ces gènes-là communiquent pas bien et du coup, ben, ça merdouille. Et ces périodes de fluctuation thymique sont plus à risque de décompensation et c'est pour ça qu'on a ça. Ok. Donc c'est là qu'il faut pas se rater. Il faut mettre les lunettes de soleil et tout le taram. Et après, il y a la lumière sur la peau. Mhm. La lumière sur la peau, c'est les UVA, les UVB. Les UVA, c'est ce qui fait que la peau vieillit. Mhm. Les UVB, c'est ce qui fait que la peau brûle. Et c'est ce qui fait que tu fais de la vitamine D. Tu as le cholestérol, le déhydrocholestérol dans la peau. Puis les UVB, ça clive et ça fait la vitamine D3, machin, truc. Et voilà. Ça, tu sais pourquoi faut faire gaffe. C'est pas mal, non? C'est beau. Ah putain, c'est trop classe. Euh, Et bah, c'est tout. Donc ça, c'est des questions, je te jure, c'est vrai, Ouais, pas pour faux. l'internat. Et c'est des questions auxquelles tu dois pouvoir répondre quand tu fais ton maintien de certificat de maintenance de certificat de psychiatrie. Donc ça donne, je pense, une idée Du du level. delta de niveau qu'il y a. Ici, là, on fait la base. Ok. Voilà, et bonne journée.